Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette table ronde sur les femmes entrepreneuses et le numérique. Table ronde autour de laquelle on fera notamment un tour d'horizon des différents accompagnements en région. Alors, je me présente, je suis Annabelle Jaouen, je suis enseignant-chercheur, je suis spécialisée en entrepreneuriat et également coach d'entrepreneurs. Et je suis aussi la directrice de l'Entrepreneurship Center de Montpellier Business School, donc qui est en charge de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat au sein de l'école et notamment de l'incubateur. Incubateur qui s'adresse aux étudiants et aux anciens étudiants. Donc, pour vous donner simplement quelques chiffres introductifs pour démarrer cette table ronde, au niveau de notre incubateur, ce qu'on a comme données, c'est qu'à peu près moins de 40% des femmes, moins de 40%, pardon, des entrepreneurs qui ont une intention de créer sont des femmes ou des jeunes filles. Et ce chiffre diminue grandement pour descendre à un peu moins de 20% de création d'entreprise et on est en dessous des 5% quand on parle de start-up. Alors ces chiffres, finalement, ils sont assez illustratifs de ce qui se passe en France, puisque aujourd'hui en France, on a seulement 8% des fondateurs de start-up qui sont des femmes. Et ça augmente un petit peu quand on est en équipe. On monte à 20% quand c'est des équipes féminines ou des équipes mixtes. Et pourtant, il y a des structures d'accompagnement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'offres d'accompagnement qui existent, notamment pour les femmes entrepreneuses. Et donc, pour échanger sur ces questions avec moi ce matin, j'ai la chance d'avoir autour de cette table ronde virtuelle 4 intervenantes et intervenants. Isabelle Prévost, directrice du BIC de Montpellier. Patrick Brusselet, qui est directeur et maire du village Baïséa. Marianne Charles-Artigue, responsable de l'incubateur Les Premières à Montpellier. Et Marine Bibal, qui est cofondatrice d'EasyPiki, qui est une structure spécialisée dans l'intelligence artificielle, avec notamment une application à destination de la grande distribution. Alors, je vais vous inviter pour démarrer cette table ronde à faire un petit tour de table, à vous présenter en quelques mots et présenter votre structure. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les questions. Donc Isabelle, peut-être, si tu veux bien. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Prévost, je dirige le BIC de Montpellier Métropole. Donc, BIC, ça veut dire Business and Innovation Center. C'est un incubateur d'entreprises innovantes qui existe depuis 1987. Et depuis la création de cet incubateur, nous avons accompagné la création d'un peu plus de 800 entreprises qui représentent environ 5500 emplois, 5600 emplois pardon, sur le territoire de Montpellier. À l'heure actuelle, donc là, nous avons en incubation, en programme, près de 180 entrepreneurs et entrepreneuses ou entrepreneurs. Merci Isabelle. Patrick? Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Donc Patrick Brusselet, je m'occupe de la structure Le Village Baïséa. Le Village Baïséa, c'est un accélérateur de start-up, donc on se positionne juste après Isabelle, hein, en logique. Donc on est en post-incubation. On va accueillir ici au village des start-up qui ont déjà ce qu'on appelle une preuve de marché, hein, une première preuve de marché. Le Village Baïséa a été créé par le Crédit Agricole du Languedoc. On fait ça en coopération avec une trentaine d'entreprises partenaires sur la région. L'idée du village, en fait, va s'articuler autour de trois axes importants. Le premier, c'est offrir des conditions de travail, des locaux aux startups, donc post-incubation, hein, des locaux qui vont pouvoir s'adapter à leurs besoins au fur et à mesure de leur croissance, hein. L'idée, ce n'est pas de commencer avec un bail et une structure très, très figée. Donc déjà, leur donner un outil de travail au quotidien pour pouvoir accueillir de nouveaux collaborateurs notamment et ne pas être, encore une fois, trop bloqué dans une structure avec un bail, etc. Deuxième point important pour nous dans cette phase d'accélération, c'est aider les startups dans des mises en relation business. C'est-à-dire qu'on va les connecter à un réseau national, puisque le village de Montpellier est connecté à un réseau de 37 villages. Ce réseau national compte aujourd'hui plus de 1000 startups et plus de 700 entreprises partenaires. Ces entreprises partenaires cherchent à sourcer des solutions innovantes dans tous les territoires. Donc, nous, notre travail au quotidien, c'est de permettre à tous ces gens-là de se rencontrer par différents moyens. Et enfin, le mentorat, c'est-à-dire qu'on va contribuer aussi à l'accélération de ces startups en mettant face à elles des mentors issus du milieu de l'entreprise, avec une connotation un peu particulière ici, levée de fonds, haut de bilan, bas de bilan, financement bancaire, etc. Parce qu'évidemment, ça va être un des points qu'il faudra traiter dans cette phase-là. Et donc, on veut vraiment être au rendez-vous là-dessus avec les startups. Je profite de l'occasion pour dire que cette semaine,
On a lancé un appel à candidature pour que des nouvelles startups puissent nous rejoindre. On n'a pas un programme, on y reviendra après, particulièrement dédié aux femmes, mais je fais un vœu, je voudrais que ce ne soit pas qu'un programme dédié aux hommes. Voilà, donc si des porteuses de projets hésitent, il ne faut pas hésiter, il faut nous contacter et puis on va en parler. Voilà. Enfin, je déborde un petit peu sur la suite de la table ronde, excuse-moi. L'appel est lancé déjà. Merci Patrick. Marianne? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marianne Charlartigue. Je suis responsable des Premières Occitanie à Montpellier. Alors, les Premières Occitanie, c'est quoi? Nous sommes un incubateur dédié aux femmes et à leurs équipes. Donc, il n'y a pas que des femmes en fait, qui sont accompagnées en réalité au sein des Premières Occitanie et qui portent un projet innovant. Alors, quand on parle d'innovation, nous, on en parle au sens large. Donc, ça inclut évidemment l'innovation technologique, mais pas que. Donc, l'innovation d'usage, on peut avoir des nouveaux process, une nouvelle organisation, un nouveau produit, un nouveau positionnement marketing. En fait, ça englobe beaucoup de choses. Le point commun de nos porteuses de projets, c'est qu'elles veulent avoir un impact positif sur le monde qui les entoure. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force des premières. Nous sommes 2 antennes en Occitanie, l'antenne historique de Toulouse qui a été créée en 2017 et l'antenne de Montpellier que je représente et qui a été lancée fin 2020. Depuis la création, nous avons accompagné en Occitanie 150 participantes à l'ensemble de nos programmes et une centaine de projets incubés. Alors, sachant que nous sommes une association et que nous sommes rattachés à une fédération nationale qui existe depuis plus de 15 ans, qui couvre l'ensemble du territoire et qui a un taux de pérennité sur les entreprises accompagné de 85% à plus de 3 ans. Merci Marianne. Alors, notre dernière intervenante, et non la moindre, puisque c'est notre représentante de l'entrepreneuriat féminin au sein de cette table ronde, Marine. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Marine Bibal. Je suis cofondatrice d'EasyPiki, qui est une start-up en intelligence artificielle. C'est une start-up qu'on a créée en 2017 et qui est encore aujourd'hui incubée au BIC. On est, je pense, sur la fin de notre incubation. On est maintenant 13 personnes sur Montpellier. On a aussi 2 personnes à Paris. Et notre premier produit, en fait, c'est une application qui aide les industriels de la grande distribution à faire leur relevé de l'INEA en rayon, donc à vérifier que leurs produits sont bien présents en rayon et bien implémentés de la bonne façon en rayon. Donc, on est sur un segment qui est un segment de très grande innovation, puisque nous, parmi nos salariés, on a un bon nombre de chercheurs en intelligence artificielle. Merci Marine. Alors, pour démarrer cette table ronde, moi j'aurais une première question peut-être pour Marianne. Pourquoi il y a aussi peu de femmes dans l'entrepreneuriat féminin et dans l'entrepreneuriat innovant, pardon? Alors, question très vaste. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'on a une entreprise sur 3 seulement dans le monde qui est détenue par une femme. Comme tu le disais en introduction, ce chiffre tombe à 8% lorsqu'il s'agit d'entreprises innovantes. Et pourtant, on sait aussi à travers les études que la rentabilité des entreprises qui sont dirigées par les femmes est tout à fait honorable. Donc, du coup, on se dit qu'il y a une belle marge de progression en fait dans le monde à venir. Alors, comment expliquer ce phénomène? En fait, il y a de multiples facteurs et avancer un ou 2 facteurs serait certainement très réducteur. Néanmoins, il y a quand même des choses qui ont été analysées, notamment à travers l'étude qu'a faite BPI France, et qui peuvent expliquer ce décalage. Déjà, à commencer par les barrières que les femmes se mettent elles-mêmes dans la création d'entreprises, puisqu'en fait, les études montrent qu'elles ont beaucoup plus peur de l'échec que les hommes. Elles sont 36%, alors qu'on a 28% d'hommes qui ont peur de l'échec. Donc, on voit le décalage. Peur de ne pas avoir des compétences pour entreprendre. Donc, elles sont 29% versus 16% des hommes. Donc là aussi, on voit encore une belle différence de perception, alors que pourtant, elles ont souvent une formation académique qui est similaire. Elles sont souvent passées aussi par le monde de l'entreprise avant la création. Néanmoins, elles sont aussi, ce qu'on peut aussi avancer comme explication, elles sont souvent moins expérimentées. Alors encore une fois, ce sont des moyennes, des études statistiques, qui montrent qu'elles sont souvent primo-créatrices, là où l'homme est beaucoup plus récidiviste en fait de la création.
et qu'elles ont aussi passé moins de temps en entreprise avant de créer. Donc voilà, ce qui peut expliquer en fait un peu moins d'expérience en termes de création et de gestion d'entreprise. Alors peut-être tout cela expliquant le fait qu'elles ont en général des projets plus modestes en termes d'ambition. Elles sont souvent sur des ambitions nationales, là où les hommes vont aller auront plus facilement des ambitions à l'international. Elles auront aussi moins d'ambition sur les financements au démarrage, aussi bien en termes d'apport en capital que sur les demandes qu'elles vont réaliser auprès des acteurs de la finance. Mais il faut aussi mettre en parallèle le fait qu'elles ont un accès qui est plus difficile quand même au financement. Alors là, selon les études, on a des chiffres qui varient entre 5 et 8% des levées de fonds seulement qui sont destinés aux femmes. Donc, on voit qu'il y a quand même, c'est quand même un chiffre qui est extrêmement bas et qu'elles ont aussi affaire à un taux de rejet crédit qui est 2 fois plus important. Donc, c'est 4,3% chez les créatrices versus 2,3% chez les hommes. D'autres facteurs que l'on peut mettre en avant, un autre facteur qui me semble important, c'est le réseau. Elles ont généralement un réseau moins étendu parce qu'elles considèrent en fait plutôt leur réseau proche, familial, personnel comme un atout, là où les hommes vont plutôt considérer leur réseau professionnel comme un avantage et donc vont s'entourer plus facilement de conseils, qu'il s'agisse avec des experts comptables par exemple, des avocats, des banquiers. Donc l'homme va être plus facilement entouré de ce réseau-là et ce qui va favoriser la réussite de son projet de création. Donc si je dois synthétiser, il y a des leviers, parce que moi je vois toujours le verre à moitié plein, il y a des leviers à actionner qui semblent quand même très intéressants. Redonner confiance, donc ça va être du coaching, du leadership, de l'accompagnement, voilà, il y a vraiment cette dimension-là. Il y a l'accès à la formation, puisqu'on a dit qu'elles étaient moins expérimentées, donc voilà, leur donner les ressorts de la création et de la gestion d'entreprise, les inciter à développer leur réseau, et puis créer, je pense, plus de passerelles avec les acteurs du financement. Oui, effectivement, il y a à la fois un ensemble de difficultés qui s'entrecroisent, et puis c'est très bien aussi de finir par quelques points positifs. Isabelle, Patrick, est-ce que vous confirmez l'analyse de Marianne ? Oui, je crois effectivement que c'est très multifactoriel, ce phénomène. C'est un phénomène qu'on constate également au BIC de Montpellier. Nous, sur l'innovation, on a à peu près 12% de femmes créatrices parmi les dirigeants qu'on accompagne. Et c'est un chiffre qui est étonnamment stable depuis des années. On n'arrive pas à aller plus loin. Par contre, ce que tu disais, Annabelle, en introduction est très vrai, c'est-à-dire que quand on considère l'équipe des fondateurs, là, effectivement, on va y retrouver plus de femmes et on va monter à 25%. Donc, en fait, il y a ce petit problème de leadership que pointait Marianne, c'est-à-dire quand on va voir arriver une équipe, et souvent ce sont des binômes, c'est rare qu'on ait des équipes au-delà de 2 personnes, mais quand on a un binôme qui arrive, c'est plutôt l'homme qui va prendre le leadership et pas nécessairement la femme. Donc, ce qui fait qu'elle va un peu disparaître des statistiques. Je veux dire, il va falloir étendre la statistique à l'équipe pour avoir un reflet plus vrai de la réalité. Et concernant donc les femmes dans l'innovation, il y a quand même un domaine dans lequel les femmes sont très présentes, et ce n'est pas le numérique, c'est vraiment la création d'entreprises innovantes dans les domaines des sciences du vivant et de la santé. Là, on a près de 25% de femmes. Donc, elles sont peut-être un peu plus réticentes à créer des entreprises dans le numérique que des entreprises dans d'autres domaines d'activité dans lesquels peut-être elles se sentent plus à l'aise. Merci Isabelle. Patrick, peut-être simplement quelques mots pour respecter. Oui, alors au village, on respecte on constate la même chose, hein, c'est-à-dire sur une grosse vingtaine de startups qu'on a accompagnées, on a eu une startup portée par une femme. Donc bon, alors faire des stats sur 25, c'est peut-être pas pertinent, mais enfin bon, on constate la même chose. Peut-être, j'ai pas de compétences de sociologue ou autre pour expliquer pourquoi ça se passe comme ça,
Par contre, je pense que, et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, on doit inciter toutes les femmes qui entreprennent à ne pas se censurer ou je ne sais quoi, hein, voilà. C'est vrai que je constate peut-être dans les femmes que je rencontre une volonté d'avoir un dossier beaucoup plus abouti avant de nous en parler qu'un homme. Voilà. Bon, je pense que ça, il faut le balayer, il faut discuter, il faut pas rester dans son coin, entre guillemets. Voilà. J'ai une petite lueur d'espoir. Cette semaine, j'ai eu 3 contacts avec des femmes qui portaient des startups. Donc, l'espoir est permis. Aujourd'hui, on contribue à changer les choses, mais voilà. Donc, je suis positif. Ah oui, oui, bien sûr. On est là pour ça aussi ce matin, justement. Donc, pour inciter toutes ces femmes à oser. Et on en a justement une avec nous qui ose et qui a entrepris un magnifique projet justement dans le numérique avec une belle start-up qui rencontre un beau succès pour l'instant. Donc, Marine, est-ce que tu pourrais nous témoigner un petit peu ton parcours et puis éventuellement nous dire aussi 2 mots sur les accompagnements dont tu as pu bénéficier? Donc, moi, je fais partie du cas d'un duo de fondateurs qui a été évoqué par Isabelle. On est un duo mixte. Moi, à l'origine, j'ai une formation en école de commerce. J'ai fait 6 ans dans des grands groupes avant de créer EasyPicky, tout comme mon associé, qui lui, pour le coup, a une formation plutôt technique. Et en fait, effectivement, en créant EasyPicky, l'idée au départ était vraiment d'essayer de faire émerger une technologie hyper innovante en intelligence artificielle, parce que nous, on possède un brevet sur la technologie qu'on exploite aujourd'hui. Et puis, nos interlocuteurs, ce sont des interlocuteurs de grands groupes industriels. Donc, ce sont vraiment, on a des clients, c'est des clients du CAC 40 pour le coup. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé dans cette aventure que ça changeait pas beaucoup être femme entrepreneuse et être femme dans des grands groupes. En fait, on va dire les plafonds de verre, c'est un peu les mêmes et du coup, les mécanismes que j'ai essayé de mettre en place pour les dépasser, ce sont les mêmes. Et moi-même, j'ai pu me reconnaître dans ce qui a été dit en introduction, de se mettre peut-être des barrières psychologiques, mais qui sont en fait tout aussi injustifiées quand vous avez de l'ambition en tant que salarié et quand vous avez de l'ambition en tant qu'entrepreneur. Il faut vraiment essayer de dépasser ça et d'être bien, comment dire, de bien connaître votre valeur ajoutée de projet, mais aussi en tant que personne. En fait, comment dire, le risque, l'appréciation du risque, il faut vivre avec. Si vous entreprenez, bien sûr qu'il y a des risques, mais en vérité, si vous restez salarié et que vous n'osez pas verbaliser certaines de vos ambitions sur un poste, etc., ça aussi, c'est un risque. Donc, il faut pas penser qu'entreprendre en étant une femme va vous présenter beaucoup plus de difficultés que être une femme salariée qui a de l'ambition, mais ambition avec laquelle vous ne savez pas trop, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas vraiment comment composer avec ça et quelle trajectoire de carrière vous voulez. En fait, moi, je trouve qu'en tant que femme, il faut véritablement ne pas douter de ses capacités et être audacieuse. Oui, peut-être parfois, il faut pousser un peu plus les murs que certains hommes, mais la rétribution que vous pouvez attendre de ça, elle est top aussi. Moi, je vous donne un exemple. Bien sûr qu'être une femme, quand vous êtes dans une réunion où il n'y a que des hommes, vous pouvez mener votre barque un peu différemment. Enfin, voilà, vous n'avez pas forcément les mêmes stratégies de prise de parole, tout ça. Et c'est intéressant, en fait, cette différence-là, elle est super intéressante et vous pouvez capitaliser dessus. Et après, nous, concernant les accompagnements qu'on a eus, on a été incubé au BIC, depuis avril 2017 nous concernant. On a toujours eu une écoute très, très attentive de la part du BIC, une aide quand il fallait. Et c'est amusant ce que vous dites parce que moi, je crois énormément au réseau et pour le coup, mon associé n'y croyait pas beaucoup. Alors ça vient peut-être de ma formation, puisque moi, j'ai fait une formation d'école de commerce, lui, ingénieur, mais on n'a pas du tout hésité, enfin, j'ai pas du tout hésité à
ratisser très large, en termes de réseau pour pouvoir nous aider à avoir des contacts avec, par exemple, ces groupes du CAC 40 pour au début faire une preuve de concept, puis un pilote, puis maintenant, on a signé des accords mondiaux avec plusieurs d'entre eux pour se déployer dans le monde entier. Mais moi, je dirais du coup, il faut croire en ses rêves. Il ne faut pas se dire que ça sera plus facile si vous restez dans le salariat. En fait, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout constaté ça. Il ne faut pas non plus se mettre des barrières familiales. Moi, j'ai eu 2 enfants tout en créant Easy Peaky. Donc voilà, c'est sûr que c'est une organisation, tout ça, mais dans le salariat aussi, c'est une organisation, c'est un stress de revenir de congé maternité. Vous ne savez jamais ce que vous allez retrouver. Là, au moins, vous êtes aux manettes et vous pouvez vraiment construire quelque chose qui vous ressemble et qui vous ressemble aussi en termes d'organisation vie pro, vie perso. Et ça, c'est une grande richesse, c'est une grande force. Merci Marine pour ce témoignage un peu enthousiasmant. Moi, j'aurais bien aimé pour entendre nos responsables de structures d'accompagnement pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu finalement comment on peut aider ces femmes qui entreprennent. Est-ce qu'il y a un ou deux dispositifs que vous souhaitez mettre en avant en particulier dans vos structures? Alors peut-être Marianne, par exemple, pour commencer? Oui, alors nous, c'est vrai que comme nous sommes un incubateur dédié aux femmes, nous avons adapté effectivement nos programmes. Nous avons des ateliers de leadership dans les ateliers que nous proposons. Nous, en fait, on a 3 types de programmes. On a un programme START qui permet en 2 jours de valider sa posture d'entrepreneur et son idée. C'est en digital, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit le projet. Et on a un programme ensuite d'incubation qui est le programme Go, qui est sur 6 mois, avec une vingtaine d'ateliers, dont du leadership. Donc, c'est vraiment axé sur le leadership féminin pour certains de nos ateliers. Également du business coaching. Donc, on a 12 heures de business coaching et de la mise en réseau à la fois avec de l'écosystème et puis notre communauté d'entrepreneurs. Donc, ça, c'est un programme pour structurer et lancer son projet. Et puis, on a un programme Boost qui est un programme de 6 à 12 mois qui s'adresse aux entreprises qui sont déjà immatriculées, qui ont idéalement 1 an de chiffre d'affaires. Et donc là, on va les aider à accélérer en fait le démarrage de leur business, donc avec des ateliers qui sont beaucoup plus à la carte sur du commercial, des outils de pilotage, les aspects RH. Voilà, toutes ces préoccupations que les entreprises ont à leur démarrage. Et ça, c'est vraiment plus au fil de l'eau, contrairement aux promotions Go, qui sont donc des promotions. Et d'ailleurs, la prochaine promotion à Montpellier est au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous souhaitez candidater. Merci Marianne, c'est bien noté. Est-ce que Patrick peut-être Oui, Patrick, puisque tu attends. Oui, alors comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas un programme spécialement dédié. Alors nous, c'est vrai qu'on a fait le choix au village, dans d'autres villages aussi, d'essayer d'aller un peu à la source et d'intervenir dans les écoles, notamment lycée et collège, surtout au moment où il y a les choix d'orientation qui finalement arrivent très tôt dans la vie, mais vont tirer des tas de conséquences très longtemps derrière. Donc, on est intervenu très concrètement. C'est un programme qui est fait avec l'éducation nationale. Donc, on fait témoigner des start-upers. On essaie de mettre des start-upers, justement, en montrant quels sont les nouveaux métiers, que la start-up, ce n'est pas uniquement dédié à des personnes qui font du développement informatique, ce qui peut être un peu dans l'idée de certains. Donc, pour essayer comme ça qu'il y ait une identification avec des personnes qui sont en train de mener ça. On a eu des questions très, très ouvertes, ça va loin. Et combien tu gagnes? Est-ce qu'il faut être riche pour créer une société? Enfin voilà, c'est les questions qui se posent. Donc les start-upers leur répondaient. Et on a vraiment eu le plaisir de voir qu'il y avait autant de filles que de garçons dans les classes. Et on se dit, bon, alors c'est très modeste, on est intervenu dans 2 classes. Mais j'ai envie de dire que si tout le monde met une petite brique là-dedans, peut-être qu'à la sortie, on aura plus de jeunes qui vont s'orienter sur ces filières-là. Parce que là, aujourd'hui, on parle du problème du manque de femmes là-dedans, mais il y a aussi un problème du nombre de personnes formées sur ces métiers. Certains start-upers vous le disent aujourd'hui, recruter, ce n'est pas simple. Donc voilà, on intervient des 2 côtés, création d'emplois en région et puis focus sur les femmes. Et puis, je pense que comme aujourd'hui avec Marine, ce qui est important, c'est les preuves par l'exemple, notamment auprès des plus jeunes. Bon, nous, quand on nous écoute, c'est très bien, mais je pense que le mieux, c'est quand même ceux qui le vivent, qui sont dedans, qui apportent des témoignages. Nous, c'est pour ça que dès qu'il y a un événement, quand on a pu pousser une des start-upeuses qui est ici,
Ça permet de pousser un sujet précis et en même temps d'en profiter pour montrer voilà, que c'est porté par une femme. Et on espère qu'en face, ceux qui écoutent, on va peut-être chez eux créer quelques vocations aussi. Voilà, modestement, comme on essaie de contribuer à changer un peu les choses sur ce côté-là. Merci Patrick. Isabelle? Comme le village Baïséa, nous n'avons pas une offre dédiée aux femmes. On accueille tous les porteurs de projets qui ont envie de créer une entreprise innovante, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Et on s'appuie donc sur un accompagnement individualisé, donc avec un chargé d'affaires qui va être un référent tout au long du parcours de l'entreprise. L'accès à de nombreuses formations, des formats d'échange, des ateliers, échanges entre entrepreneurs, et puis une intégration au réseau, parce qu'effectivement, on croit beaucoup au réseau, et en particulier les réseaux économiques et entrepreneuriaux. Donc, c'est important de bien les connaître et d'avoir accès à ces réseaux-là de façon rapide. Voilà. Et puis, on a une offre d'hébergement optionnelle pour ceux qui cherchent des locaux pour créer leur entreprise. Donc, pas d'offre différenciée, mais on a un programme qui s'appelle Jumping Création, qui est sur 4-5 semaines, un programme pour booster son projet de création d'entreprise et à la fin avoir une bonne visibilité sur faut-il y aller ou pas, est-il viable ou pas. Et au sein de ce programme, nous souhaitons nous appuyer sur le savoir-faire des premières, justement, qui ont des ateliers spécifiques sur le leadership féminin. Au sein du programme Jumping Création, on va parler leadership, bien sûr, mais on ne va pas le différencier. On va avoir des ateliers sur l'équipe, sur les personnalités, mais pas nécessairement sur le féminin. Et justement, donc, l'intérêt de travailler ensemble avec les premières, c'est de pouvoir proposer à nos femmes les ateliers hyper spécifiques dont les premières ont le savoir-faire. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Isabelle. Alors c'est vrai que quand j'entends tous vos partages, il y a un gros travail sur soi à faire déjà de la part de l'entrepreneuse elle-même, de confiance, d'oser. Il y a aussi l'importance du réseau et de s'entourer. Et j'ai aussi noté un point que je trouve qui est intéressant vraiment sur lequel c'est intéressant d'insister, c'est sur la différence entre les étapes. D'abord, il faut apprendre à entreprendre et après, il faut apprendre à diriger. Et c'est vrai que c'est 2 étapes qui sont différentes avec des métiers qui peuvent être différents. Donc, l'accompagnement, il est aussi utile à ces différentes étapes-là. Alors, peut-être pour conclure, puisqu'il nous reste 2 minutes, le mot de la fin. Est-ce que chacun d'entre vous aurait une clé ou un conseil, en quelques mots, à donner aux femmes et peut-être plus généralement aux entrepreneurs qui nous écoutent? Je pense que l'être humain parfait et universel n'existe pas et qu'on n'est pas, effectivement, on ne peut pas être détenteur de tout le savoir d'une entreprise et qu'on soit homme ou femme, il faut constituer une équipe et s'appuyer sur une équipe. Donc, mon conseil, ce serait vraiment de bien se connaître ses limites et aller chercher les compétences là où elles sont. Alors, soit en se formant, ça fait partie aussi du diagnostic, soit en s'associant avec les gens qui sont compétents. Voilà. Et moi, j'ajouterais que le timing parfait n'existe pas et que du coup, il ne faut pas... il y a un moment, si vous sentez que... Enfin, il y a aussi une part d'instinct et il y a un moment, si vous sentez que cette idée, elle vous fait vibrer, que vous avez envie de prendre le pouvoir là-dessus, eh bien, il ne faut pas attendre qu'il y ait un timing parfait parce que ce timing parfait, il ne viendra jamais en fait. Et donc, il faut un peu sauter à l'eau tout en étant bien accompagné, et en ayant votre objectif en ligne de mire et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Mais n'attendez pas que ça soit parfait pour y aller. Attendez par contre que ça vous fasse vibrer pour y aller. Ça, c'est un super moteur. Merci Marine. En 2 mots, parce qu'il est déjà 30. Ouais, alors en 2 mots, profitez des structures d'accompagnement. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu un panel. Je crois qu'on a de la chance sur la métropole de Montpellier. Il y a des gens compétents, des gens qui font ça depuis longtemps, qui sont dispo. Donc, profitez-en, ne vous censurez pas. Vous pouvez discuter avec nous. Il n'y a pas plus d'engagement que ça. Mais voilà, ne restez pas dans votre coin. Et en tout cas, nous, on a envie d'être à côté de vous. Voilà. Et pour ma part, alors je dirais, moi, comme Isabelle, s'entourer. Voilà, aller chercher les compétences à la fois donc, dans l'accompagnement, dans les réseaux,
de façon très large, ne pas rester seul en fait et isolé sur son projet, et puis passer à l'action. Parce que pour moi, voilà, faut pas oublier que la base de l'entrepreneuriat, c'est agir, c'est être dans l'action. Mais merci beaucoup Marianne. Un grand merci à tous les quatre. Alors, on ne le dira jamais assez, osez, faites-vous confiance. Il y a plein de monde avec vous pour vous soutenir. N'hésitez pas à aller taper aux portes. Vous trouverez toujours quelqu'un qui sera là pour vous accompagner. Alors, on va en rester là sur cette table ronde. On va enchaîner maintenant avec une petite pause de 5 minutes. Et puis, vous retrouverez des talks d'entrepreneurs à 10h35, donc des témoignages et des retours d'expérience d'entrepreneurs. Merci à tous, merci à toutes et bonne journée.